Je vous propose de démarrer. Vous êtes 72 en ligne pour ce webinaire donc de présentation des résultats des évaluations. C'est important. Convergence. Si vous pouvez couper vos micros, merci, sinon on le fera pour vous. Et donc répartis à part égale entre salariés et personnes travaillant dans des chantiers d'insertion qui mettent en œuvre ces programmes, les programmes premières heures ou convergence, et vous êtes nombreux issus de représentants des partenaires institutionnels du projet, ce qui montre clairement l'intérêt que portent nos partenaires à ces programmes et à leurs évaluations. Et puis après… à tout à l'heure, ouais. Un gros tiers issus soit d'équipes convergence, de partenaires opérationnels ou de membres de réseaux ou d'autres structures. Ce temps de webinaire, en fait, est le troisième temps de restitution, donc que vont nous faire les cabinets Pluricité Visgate, après un temps de restitution sur les territoires, après un premier webinaire qu'on a présenté en juillet, qui présentait les résultats intermédiaires des évaluations. Et aujourd'hui, donc, Aude de Fazy, Dominique Amar et Christine Holm, donc pour les cabinets Pluricité et Visgate, vont vous présenter les résultats finaux de ces évaluations donc, qui se sont déroulées sur un peu plus de 2 ans, suivi par un comité scientifique représentant l'État et les ministères nous ayant confié la mission d'essaimage de convergence sur les territoires. Et donc, on va vous présenter, Domiti, Aude et Christine vont vous présenter les éléments clés, ce qui ressort principalement de ces évaluations. Et puis, vous le verrez, des éléments aussi, des préconisations, des conseils, éléments qu'on intégrera pour faire évoluer le programme, des axes de réflexion pour faire évoluer le programme tout en restant dans le cadre et les principes du programme Convergence. Donc, ce temps, on est parti donc, pour à peu près un peu moins de 2 heures maintenant de présentation. On va articuler en 4 temps, un temps rapide de rappel des différentes étapes de la démarche, et puis 3 temps qui vont s'articuler en parts égales sur, dans un premier temps, l'impact sur les dynamiques territoriales et les collectifs locaux, un deuxième temps, impact sur les dynamiques professionnelles, et puis un troisième temps, l'impact du programme Convergence sur les trajectoires des salariés en insertion, salariés en parcours. Sur chaque temps, en fait, les consultantes vont… Donc, on va se donner une demi-heure, en fait, sur chacun de ces temps d'impact qui vont se répartir en 15 minutes de présentation. Et vous aurez, à l'issue de chaque temps, 15 minutes de temps de questions-réponses. Questions à poser sur le chat. Et puis, donc, on relayera vos questions. N'hésitez pas à les poser au fil de l'eau. Et puis, on se donnera ce temps de questions-réponses à l'issue de chacun des temps de présentation. Et temps de présentation au cours duquel vont vous être présentés à la fois les impacts sur les territoires, sur les métropoles, les impacts de la mise en œuvre du programme Convergence sur les métropoles, et puis aussi un petit focus sur les spécificités observées sur le département de la Charente, puisque dans le cadre de notre essaimage, on avait une expérimentation dans l'expérimentation pour voir un petit peu ce que produisait le programme Convergence sur un territoire moins dense, et à savoir le département de la Charente. Écoutez, si ça vous convient, donc je vous rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, à renseigner et à prendre 2 secondes pour remplir le sondage. Donc, on vient de vous repartager le lien pour nous indiquer juste de quelle structure vous venez. Donc, ne le notez pas, ne nous l'indiquez pas sur le chat. Je vois des personnes qui sont présentées sur le chat, mais juste prenez le temps de renseigner le questionnaire en ligne sur SurveyMonkey. Et voilà. Écoutez, merci encore à tous d'être connectés. Puis, je vais laisser la parole à Aude donc, pour entamer ce temps de présentation et de partage de la présentation. Merci. Bonjour à tous. Est-ce que c'est bon pour l'écran? Je me suis permis de lancer le support.
Bon, je repasse pas sur l'ordre du jour qui a été très bien présenté par Sophie à l'instant, qui m'a un tout petit peu devancée. Pour ouvrir sur la toute première séquence de présentation, on a souhaité juste revenir à très grands traits, mais c'est important de reposer un petit peu le socle commun sur le périmètre de la démarche qui nous était confiée. Et puis, les travaux qui ont effectivement été engagés au fil des 2 ans d'évaluation. Ah, pardon, c'est bon. Donc sur ce qui concerne les grands objectifs de la démarche, se dire qu'on était sur une évaluation qui portait, ce sera un petit peu moins l'objet de la restitution d'aujourd'hui, mais c'était un point d'importance pour l'équipe Convergence France et pour chacun d'entre vous. Déjà le curseur donc sur la question de l'essaimage au cœur des travaux, avec l'objectif, on le rappelle là, de questionner la réplicabilité des travaux et cette dynamique importante qui a accompagné sur les 3 dernières années les travaux de chacun des territoires et la dynamique portée et pilotée par Convergence France dans des contextes que l'on sait extrêmement hétérogènes et où la question de la grande pauvreté se pose aussi en des termes différents, avec de fait des impacts un petit peu différenciés, mais qu'on verra aboutir cependant sur des forts consensus sur ce que peut apporter malgré tout, à l'échelle de ces territoires, le programme et son déploiement. Et puis ensuite, on avait un enjeu fort dans le cadre de l'évaluation et la restitution d'aujourd'hui porte principalement sur cette question-là, qui était celle de pouvoir étudier, objectiver, rendre compte des impacts du programme. Donc sur 3 niveaux qui suivent finalement les éléments d'aujourd'hui, d'échange, sur les dynamiques partenariales et in fine sur les territoires, ce que produit réellement Convergence au local. Ensuite, un regard un petit peu plus centré sur les chantiers et sur l'évolution des pratiques professionnelles, l'intervention sociale également en chantier d'insertion. Et puis enfin, et c'est là tout ce qui donne le cap à l'ensemble, la manière dont le programme est venu infléchir, impacter les trajectoires d'insertion sociale et professionnelle et que l'évaluation a eu à suivre, à documenter à l'appui du travail important qui a été, et on le redit encore une fois, comme à chaque fois qu'on s'exprime autour de cette évaluation, qui a pu être conduit par le travail important mené par les équipes au sein des chantiers qui, au fil de l'eau, ont pu renseigner et documenter justement un petit peu les jalons à l'échelle des parcours. Et puis, je le dis quand même aussi parce que c'est important à l'avoir en tête, il y avait un 3e volet qui était attendu et qui questionnait aussi le modèle convergence et une analyse des coûts évités du programme qui se lie aussi à travers l'étude des trajectoires qui vous sera restituée aujourd'hui. Donc pour cela, on a eu à mener une évaluation, comme le présentait Sophie Roche en introduction, embarquée, une évaluation qui a été menée sur 2 ans aux côtés des équipes de Convergence France et puis qui a largement associé au niveau des territoires. Elle a donné lieu en 2021, j'y reviens pas, à des études de cas territorialisées, principalement sur Lyon et Paris, mais avec un regard aussi sur ce qui s'enclenchait sur les territoires de Nantes, de Lille et de Strasbourg. Et puis, en 2022, pour ce qui a constitué aussi l'essentiel du matériau du dernier rapport d'évaluation, une seconde séquence de travaux qui s'est ouverte avec une approche un petit peu plus collective des choses, où on a souhaité plutôt animer des temps de travail, des séminaires de l'évaluation territoriaux qui ont associé nombreux d'entre vous, à la fois partenaires institutionnels, équipes opérationnelles permanents et direction des chantiers, et puis également quelques partenaires de choix qui avaient souhaité venir un petit peu partager leurs expériences. Et puis, ça a été dit, et ce sera un élément de restitution aujourd'hui, un focus sur le territoire charentais qui a aussi été un gros bout des travaux qu'on a eu à mener en 2022 et qui a fait l'objet d'une étude de cas territorial assez complète, qui là encore une fois associé l'ensemble des parties pour essayer de voir comment le programme avait pu trouver sa résonance dans un territoire moins dense dont on vous révélera les principaux résultats. Et puis un travail documenté, travaillé en proximité avec Convergence France, mais aussi en proximité, comme le disait Sophie Roche, avec le comité scientifique de l'évaluation, vis-à-vis duquel il y a eu un vrai travail, là encore une fois aussi, embarqué de confrontation et de mise en débat pour leur donner aussi un petit peu plus de robustesse et de perspective globale de ces travaux.
J'en dis pas plus, mais c'était pour vous resituer un petit peu de quoi on parle et d'où on part pour pouvoir vous donner ces éléments d'enseignement. Donc, si maintenant on va sur le fond des travaux et donc sur le premier volet qui est attendu en termes de restitution, sur les impacts de convergence sur les dynamiques de territoire, ce qu'on retient comme premier enseignement et qui fait très largement consensus dans l'ensemble des temps qu'on a pu produire sur 2022 et dont les éléments nous avaient d'ores et déjà été partagés, tout territoire confondu, c'est le rôle levier du programme sur la coopération entre ACI à l'échelle du territoire. Donc, on parle de dynamique de territoire, mais nous, on part aussi, là, dans notre restitution, sur ce qui et constitue réellement aussi l'ADN de ce programme, c'est l'interchantier, c'est ce collectif. Et l'évaluation a démontré la valeur ajoutée des espaces de collaboration qui sont aujourd'hui vraiment l'architecture de convergence à l'échelle des territoires, qui ont accompagné sa mise en place au niveau local et qui ont favorisé la mise à l'agenda d'un certain nombre de problématiques, de difficultés qui étaient partagées, mais souvent vécues de façon relativement isolée par les différents professionnels au sein des chantiers, et face auxquels chacun restait finalement assez peu armé, à bricoler, peu outillé, si ce n'est avec une envie de faire, parce que c'est quelque chose qu'on avait aussi beaucoup documenté lors de la première phase d'évaluation, avec une vraie appétence pour accompagner ces enjeux-là, mais souvent de façon relativement démunie. Et donc, Convergence s'est révélé un espace, un lieu, des espaces plutôt, où les échanges sont autorisés et où les solutions s'identifient collectivement. Donc, il y a cet enjeu vraiment de rompre l'isolement, d'outiller. On y reviendra dans la partie suivante qui porte beaucoup plus sur l'évolution des pratiques professionnelles et ça y participe évidemment. On a un poids du collectif Convergence, de collectifs Convergence qui se sont construits à l'échelle des territoires, qui là encore est réellement souligné et là de façon assez homogène, encore une fois, malgré des contextes assez différenciés, où on part aussi de collectifs et de pratiques de travail en commun qui étaient assez diversifiés avant qu'arrive Convergence, mais où on a réellement ce constat d'un programme qui est venu offrir une plus grande force de frappe, une légitimité aussi pour porter un certain nombre d'enjeux au sein du champ de l'IAE, de façon conjointe à l'échelle des chantiers et à l'échelle du territoire, et pour finalement faciliter, favoriser ce dialogue entre SIAE, alors là en l'occurrence collectif Convergence, et un ensemble d'acteurs, acteurs institutionnels notamment, pour une recherche de solutions face à ces différentes problématiques, difficultés qui peuvent être vécues au niveau local. Donc on a vraiment une force du collectif qui est un levier de dialogue à l'échelle des territoires et de plaidoyer. Ce plaidoyer, on le retrouve aussi par la force du collectif qui s'est constitué à l'échelle nationale. Les dynamiques locales qui se sont constituées ont vraiment leur pendant et trouvent encore plus de résonance à mesure qu'on remonte à l'échelon national. Il y a des opportunités de mise en partage qui dépassent les territoires, qui sont construites entre pairs à travers toutes les séquences qui ont pu s'ouvrir. On pense aussi il y a quelques semaines de cela, les grandes journées comme celle qui a eu lieu à Lille. Et puis aussi un plaidoyer qui est porté, qui a été porté et qui continue de l'être au niveau de l'orchestrateur qui est Convergence France et qui a pu ouvrir un certain nombre d'opportunités en local au-delà du dialogue et de la mise en partage qui peuvent être portées. Si on continue encore un petit peu sur la question justement de ces impacts sur les territoires de la dynamique convergence, on identifie aussi dans le cadre des travaux que Convergence se révèle un important outil pour rendre visible, rendre lisible et aussi ouvrir l'IAE à d'autres sphères, à d'autres champs, gommer un petit peu ce qu'on a nommé les approches en silo. Donc, l'évaluation a pointé comment le programme, en arrivant sur les territoires, en s'inscrivant dans les dynamiques de territoire, est aujourd'hui un outil de plus en plus perçu comme contribuant à la lutte contre le sans-abrisme. On a un travail qui est mené, alors qui n'est pas l'apanage uniquement de Convergence. On est bien dans cette dynamique d'ensemblier aujourd'hui
qui se construit autour des deux pieds, premières heures en chantier d'une part, convergence de l'autre, et qui a permis voilà, d'ouvrir un petit peu une brèche et un lien qui se construit avec les acteurs qu'on nommera au sens très large de l'urgence sociale et dont les équipes de coordination convergence, je pense notamment aux chargés de partenariat par le travail de maillage, de réseau qui est porté au niveau local, continuent à pousser, ancrer les dynamiques qui ont pu commencer à s'inscrire de façon très opérationnelle au travers de premières heures. Donc, on a une forme de porosité entre ces sphères de l'IAE, ces sphères de l'urgence sociale, de l'AHI en particulier, de l'accueil, hébergement, insertion, qui s'identifient et avec des vrais apports, des vraies collaborations qui commencent à se constituer. On cite souvent l'exemple de Lille avec voilà, un maillage qui commence à s'opérer, un partenariat relativement fort avec le SIAO, mais ce n'est pas le seul territoire. Ce sont des dynamiques que l'on a pu constater voilà, comme étant réellement en cours, en marche, notamment sur Lyon, sur Paris, un petit peu plus historiquement, mais aussi sur les autres territoires et qui participent voilà, des apports indéniables, en tout cas, qui ont été repérés pour le programme. Et puis, quand on parle d'ouverture de l'IAE, elle se fait sur le champ de l'AHI, de l'urgence sociale, mais elle se fait aussi vis-à-vis d'acteurs qu'on peut imaginer beaucoup plus en proximité du champ de l'IAE, que sont les employeurs, mais où on repère, dans le cadre de l'évaluation, un effet un petit peu traction, aussi un effet levier de convergence. Dans ce qu'il a facilité, sécurisé la relation entre employeurs, entreprises, mais pas que, et chantier d'insertion, dans la mesure où il est souvent décrit comme un label qualité qui rassure, qui sécurise, qui facilite, je le disais tout à l'heure, cette mise en relation aussi, parce qu'on parle encore une fois à un collectif et plus nécessairement à un chantier unique, et que ça facilite aussi un certain nombre de démarches. C'est rassurant et ça pousse parfois et souvent la possibilité d'enclencher des partenariats. Et puis, sur cette question de gommer un petit peu ces approches que tout un chacun aujourd'hui essaye de dépasser, très cloisonné, de silos, on a aussi un programme qui a participé, en tout cas contribué à accompagner une forme de mise en cohérence au niveau des territoires de toutes ces dynamiques qui s'ouvrent aujourd'hui autour de l'emploi d'abord, de ces approches, de ces paradigmes, aussi du logement d'abord. Pardon. Donc, on a eu une réelle recherche d'articulation qui s'est opérée progressivement sur les territoires où Convergence arrive mais n'est pas seule. Il existe évidemment tout un ensemble de programmes qui participent de ces grands changements de paradigme et où on a une recherche de complémentarité qui s'est opérée, qui a été en tout cas soutenue par les équipes Convergence. Ça continue d'être un enjeu, ça reste à l'agenda comme un des objectifs pour les territoires, mais dont on pressent et on identifie déjà un certain nombre de jalons. Et puis, c'est peut-être là aussi la raison pour laquelle cette forme de mise en cohérence, on l'aperçoit. On a une gouvernance locale du programme qui est à peu près déclinée de la même manière, qui est accompagnée par un certain nombre d'instances où se réunissent tout le jeu d'acteurs locaux autour de ces enjeux de l'insertion des grands précaires et qui contribuent aussi à articuler les dynamiques locales d'un champ, à faire résonner, dialoguer des opportunités, flécher des financements aussi pour aller un petit peu plus loin sur des problématiques de territoire. Et c'est là aussi un vrai levier de cette forme de mise en cohérence et une traduction aussi de ce que produisent ces collectifs convergence à l'échelle des territoires. Si on ouvre sur ce sujet aux enjeux, il y en a d'autres, mais en tout cas ceux sur lesquels on a souhaité faire peut-être un tout petit peu porter le curseur, et puis pour ouvrir peut-être aussi des échanges en suivant, on repère un certain nombre de questions qui devront accompagner le travail à moyen terme. J'en ai cité quelques-uns tout à l'heure en évoquant cette question notamment de la contribution de convergence
aux dynamiques de territoire et notamment à la manière dont le programme aujourd'hui s'inscrit dans la lutte contre le sans-abrisme. On a des jalons qui ont été posés, mais demain, il reste évidemment encore beaucoup de travail à abattre pour que ces approches en silo soient définitivement gommées et qu'on soit dans des partenariats qui fassent sens et qui soient extrêmement fluides. Donc ça, c'est un enjeu, ça continue d'être un enjeu. Les collectifs locaux, ils méritent encore d'être consolidés, notamment au sein des chantiers pour emmener toutes les parties. On y reviendra dans la question de l'évolution des pratiques professionnelles. Et puis, on a aussi un programme qui aujourd'hui a démontré beaucoup d'impact, beaucoup d'enjeux, beaucoup d'apprentissage au niveau des collectifs et qui mériterait, en tout cas c'est appelé, hein, notamment côté partenaire institutionnel, d'inspirer, de peut-être étendre sa vocation aux autres SIAE sur les territoires, notamment quand on questionne ces logiques de passerelles, de poursuites, de parcours, de trajectoires et où on a besoin aussi d'emmener, peut-être d'outiller, d'inspirer les pratiques des autres structures. Et puis, on a la question aussi, deux axes qui se répondent finalement. La question des périmètres territoriaux aujourd'hui. On a un programme qui a essaimé avec des moyens, des moyens circonscrits qui a monté en charge sacrément. Hein. On n'est pas revenu là-dessus, mais au fil des dernières années, les besoins continuent de s'exprimer à l'échelle des territoires. Les attentes côté SIAE sont plurielles. On a des demandes d'inscription dans le programme aujourd'hui qui fonctionnent avec, je le disais, des moyens qui sont figés. Mais cette question de comment garantir peut-être une équité de traitement à l'échelle même de certains chantiers pour ouvrir un petit peu des possibles et qui appellent aussi à repenser les périmètres territoriaux où on intervient. C'est un sujet de demain. C'est un sujet qui a été saisi au niveau du territoire parisien, qui a déjà étendu son maillage. Aujourd'hui, on parle de Grand Paris et puis plus de Paris, uniquement sur ce territoire historique. D'autres territoires se posent les mêmes enjeux. Sur d'autres territoires se posent les mêmes enjeux. Voilà, à se dire, devrait-on réfléchir par bassin de vie? Devrait-on étendre les périmètres, mais c'est aussi questionner, et c'est pour ça que je disais que ces deux questions sont liées, la question des moyens et de la pérennisation du dispositif. Consolider un modèle, l'étendre, continuer à l'ouvrir, ça appelle à questionner aussi la sortie d'expérimentation et la montée en charge demain. Et ce sont des sujets qui restent relativement ouverts et sur la table à l'échelle des territoires. Voilà pour ce premier chapitre des impacts territoriaux. Je propose à Domiti de faire un petit détour par la Charente pour mettre en miroir ce qui a été identifié sur ce territoire spécifique. Merci Aude. Du coup, effectivement, avant peut-être d'approfondir les effets de convergence sur les dynamiques partenariales et territoriales au niveau de la Charente, il faut se doter ici de quelques constats qui ont été confortés par l'évaluation. Le constat, premièrement, d'une précarité réelle qui rejoint celle observée dans les territoires denses, avec quelques variations locales qui ont été quand même identifiées, notamment sur des questions de mobilité physique, de capacité à se déplacer d'un territoire à l'autre, sur un territoire justement beaucoup plus élargi en termes d'échelle de déploiement de convergence et de PHC, mais de mobilité aussi psychique dans la capacité des individus aussi à se projeter dans un autre territoire, là où il y a un ancrage qui peut être très fort, notamment pour des personnes en situation de précarité. Une spécificité locale aussi identifiée en termes de vraies difficultés d'accès aux soins et d'accès à la santé. C'est quelque chose qui est élargi à l'ensemble de l'échelle nationale avec la grande question des déserts médicaux, mais en particularité dans les territoires mixtes et territoires les plus ruraux de la Charente. On voit ici une grande difficulté avec un isolement social et des difficultés de mobilité qui viennent là aussi à accentuer ces difficultés d'accès aux soins, aux droits communs, et notamment des difficultés, des spécificités en termes de difficultés de reconnaissance de handicap qui ont été particulièrement prégnantes dans le diagnostic fait par les différents interlocuteurs rencontrés. Face à ce constat-là de cette précarité qui rejoint ceux qui sont faits dans les territoires denses,
les acteurs sur le territoire charentais, les acteurs de l'IAE, mais aussi les partenaires institutionnels, ont très vite été embarqués dans le déploiement de Convergence et de PHC et ont très vite identifié justement ces deux dispositifs comme répondant à leurs besoins. Et en tout cas, sont venus sécuriser ici le diagnostic qui était initialement fait de pertinence de déploiement de ces deux dispositifs. Avec, là encore, des particularités qui sont plus structurelles, liées à l'écosystème de l'IAE et qui sont ressorties aussi dans l'analyse lors de l'étude, qui viennent conforter plus encore l'intérêt du dispositif, notamment de par la taille des structures de l'IAE sur le territoire charentais, qui sont des structures proportionnellement de plus petite taille, avec moins de salariés en insertion et moins de permanents, donc avec des moyens dédiés à l'accompagnement parfois plus contraints. On a vu beaucoup de professionnels ayant de double casquettes, de double fonctions, et en miroir de ça, un isolement professionnel aussi qui semblait tout à fait présent et important. Et puis, plus globalement, sur l'échelle départementale, l'offre de services aussi qui apparaissait plus limitée sur certains points, nœuds de l'accompagnement, freins périphériques très, très fortement identifiés, ce que je mentionnais tout à l'heure en termes d'accès aux soins, de mobilité, de présence de solutions de mobilité alternatives, ceux qui n'ont pas le permis, pas de voiture, de présence de couverture du territoire en termes de transport public, qui sont tout autant de points et de données un peu structurelles sur le territoire qui ont rendu ces deux programmes bienvenus et saisis. Et du coup, en termes de dynamique partenariale, on voit ici, comme dans les territoires denses, de vraies plus-values qui ont été identifiées en termes d'animation de partenaires et d'animation de dynamique partenariale au-delà du secteur de l'IAE, avec une posture de convergence et notamment de la coordination comme coordinateur, facilitateur d'un collectif avec des échanges et des partenaires qui se connaissaient, qui travaillaient déjà en réseau, mais qui sont venus, pour lesquels Convergence est vraiment venue ici appuyer, à l'aide de ressources, on reviendra là-dessus, appuyer justement une voie, des moyens pour animer un réseau, porter une vision collective auprès des partenaires institutionnels, auprès du secteur privé et avoir une vraie caisse de résonance. On voit également, comme dans les territoires denses, une concrétisation à travers Convergence du rapprochement entre les secteurs, entre le secteur de l'AHI, comme le mentionnait Aude, et de l'IAE à l'échelle du territoire, avec quand même, de par ce parcours permis entre premières heures et Convergence, ce rapprochement qui s'opère, mais une limite inhérente à l'échelle territoriale, à l'échelle départementale, limiter cette possibilité de parcours à l'échelle territoriale, là encore. On a en fait cette passerelle qui est possible entre PHC et Convergence qui se trouve limitée souvent à l'échelle des structures de par justement l'éloignement des structures les unes aux autres sur le département, l'ancrage territorial des publics que je mentionnais, les difficultés de mobilité qui vient là aussi, qui vient en tout cas entraver les possibilités de parcours sur l'échelle départementale, mais les contraindre à l'échelle d'une structure. C'est la grande spécificité sur la dynamique charentaise que l'on observe en termes en tout cas de rapprochement de ces deux secteurs. Je vois qu'on m'entendait mal. Merci Domitille. On va peut-être juste arrêter le partage d'écran, peut-être Aude, le temps de prendre quelques questions. Est-ce que tout le monde entend là? Je vois que… Ok. Alors, pour l'instant, on a… voilà, on commence à avoir quelques questions sur le chat. Si vous préférez lever la main, vous posez vos questions directement, faites-le aussi si c'est plus facile pour vous. Et donc, je prends première question, peut-être. La première question sur premières heures était pertinent du fait des forts freins périphériques mobilité santé, mais vous dites également que la géographie élargie est variable à entraver les possibilités de premières heures. Pourquoi exactement? Alors j'imagine que ces premières heures et le lien vers les chantiers ensuite de parcours, mais peut-être Domitille, je vous laisse répondre. Et comment s'articule ce travail avec les têtes de réseau?
question qui est là. Exactement, oui. Quand je parlais du lien, c'est vraiment cette question de parcours entre premières heures et convergence qui se retrouve non pas entravé puisqu'il existe, il est possible, mais limité à l'échelle d'une structure de par la difficulté à travailler entre chantiers. Si par exemple un chantier met en place premières heures et un autre pourrait potentiellement l'accueillir en convergence, là les questions d'éloignement géographique viennent contraindre ces possibilités-là, chose qu'on retrouve peut-être plus ou en tout cas plus facilement dans les territoires denses, où ces logiques interchantiers peuvent davantage, ne sont pas en tout cas contraintes par ces questions de géographie. Est-ce que j'imagine que ça répond à la question? Et puis peut-être, deuxième question sur le travail avec les têtes de réseau. Alors moi, j'entends la question comme ce travail d'évaluation ou peut-être plutôt d'essaimage des programmes avec les têtes de réseau. Si jamais j'ai mal compris, et je vais peut-être répondre à ce point-là, si j'ai mal compris la question, vous pouvez la préciser, Virginie, peut-être. Donc, Convergence France travaille avec les réseaux. Je rappelle, Emmaüs France, la Fédération des acteurs de la solidarité sont membres fondateurs de Convergence France. Et sur les territoires, sont partenaires, notamment la Fédération des acteurs de la solidarité, qui est co-signataire en fait des conventions. Et au-delà de co-signer les conventions, il y a vraiment un travail en lien avec les équipes. Les chargés de mission emploi notamment, mais pas que, il y a aussi tout un travail qui est mené avec les chargés de mission logement ou santé, parce qu'on a aussi besoin de mobiliser ces acteurs, ces opérateurs dans le cadre de la mise en place du réseau Convergence sur chaque territoire. Et puis, on va travailler aussi avec d'autres réseaux, je pense notamment au réseau INAE. Et donc, les réseaux avec lesquels on est en lien sont des réseaux qui regroupent pour les structures qui portent premières heures ou convergence ou qui sont mobilisées dans la mise en œuvre de ces programmes, principalement des chantiers d'insertion. Mais on travaille aussi, on travaille aussi avec les régies de quartier, puisqu'on a un certain nombre de chantiers, de régies qui sont porteuses de l'un ou l'autre des programmes. On travaille avec Chantier École parce qu'on a aussi un certain nombre de chantiers d'insertion qui sont aussi membres du réseau Chantier École. En fait, on a un lien étroit et de fait de notre création avec la FAS et avec Emmaüs France, mais ça ne veut pas dire qu'on fait une sélection en fait à l'entrée et qu'on ne retient pour porter les programmes Convergence aux premières heures que des chantiers adhérents du réseau FAS. Donc logiquement, on travaille aussi avec Chantier École. On travaille avec tous les réseaux. Je dirais qu'il n'y a pas de critères. Le critère, c'est pour rentrer dans le programme et le mettre en œuvre, c'est avant tout le choix du public, le projet social, la volonté d'aller chercher des personnes plus éloignées que celles qui sont accompagnées aujourd'hui dans ces structures-là. Et puis les moyens dont on dispose aussi, qui de fait est aujourd'hui, même si on travaille à le lever, un frein au déploiement du programme. Différence, je vais peut-être prendre cette question, différence ou complémentarité avec Tapage. Alors complémentarité, assurément, différence principalement autour du public et puis des modalités et des objectifs du programme. Alors Tapage se rapproche plus de premières heures, je pense, que de convergence. Dans premières heures, on cible tout public et on n'a pas forcément une entrée plus axée autour de publics plutôt jeunes et plutôt en situation d'addiction, même s'il y a dans premières heures des jeunes et des personnes qui ont des problématiques d'addiction. Une différence peut-être importante, c'est aussi le fait que quand on démarre premières heures, on le fait parce qu'on est dans une logique de démarrer un parcours d'insertion plutôt long, qui va démarrer en premières heures, mais qui va se poursuivre en chantier d'insertion. Et cet objectif du parcours d'insertion qui va permettre de lever l'ensemble des freins
n'est pas forcément l'objectif recherché de manière aussi, en tout cas pas aussi systématique qu'il ne l'est dans le cadre de Premières Heures. Donc c'est un peu moins systématique dans Tapage. Bon, après, on n'est aujourd'hui pas forcément sur les mêmes territoires. La question, effectivement, peut se poser d'avoir ces deux programmes qui cohabitent, qui coexistent sur un même territoire, mais on est vraiment avec une entrée très addiction et très orientation vers le soin, et ne serait-ce que parce que le portage, il s'appuie aussi sur un lien fort avec XAPA ou CARUD dans le cas de Tapage. Dans le cas de Premières Heures ou Convergence, on va s'appuyer sur un chantier d'insertion et démarrer progressivement. Donc, il y a aussi cet enjeu de progressivité du parcours. Ce qu'on vise quand un salarié rentre dans Premières Heures, c'est de commencer quelques heures par semaine, mais de l'amener jusqu'à 26 heures par semaine ou plus, pour après le faire rentrer dans un chantier classique. Avez-vous d'autres questions ? Sinon, alors je ne vois pas s'il y a des mains qui se lèvent. Je n'ai pas l'impression. Alors, pouvez-vous préciser votre question sur la mise à disposition autorisée par les ACI? Alors, je ne suis pas sûre de comprendre la question de la mise à disposition autorisée par les chantiers. Ce qu'on mobilise dans le cadre des chantiers, c'est la PMSMP, période de mise en situation en milieu professionnel, donc, qui permet de faire des immersions dans d'autres structures, y compris maintenant dans d'autres chantiers d'insertion. Je ne sais pas si je réponds à la question. Et effectivement, l'objectif de Premières Heures, c'est principalement, on vise une entrée dans un parcours d'insertion un peu plus long et en chantier d'insertion. Néanmoins, pour atteindre cet objectif-là, il peut s'avérer nécessaire de passer par le soin, donc de passer par l'entrée dans une cure, dans une structure hospitalière, parce que finalement, on a besoin d'un traitement long et suffisamment long et lourd pour qu'il nécessite qu'on interrompe le parcours d'insertion. Mais ce qu'on cherche avant tout, c'est quand même d'amener les personnes vers un parcours d'insertion. Donc, c'est l'objectif qu'on vise, ce n'est pas forcément celui qu'on atteint. Il y a effectivement des personnes pour lesquelles le parcours Premières Heures va s'arrêter ou se conduire à une entrée en soins et temporairement ou définitivement interrompre le parcours d'insertion. Mais à la base, Premières Heures, et c'est pour ça que le programme s'appelle comme ça, Premières Heures en chantier, c'est vraiment le premier temps, la première marche pour initier un parcours d'insertion. Si cela vous convient, je vous propose de passer au… Ah, ouais, mais a priori… De toute façon, donc juste pour répondre au problème de connexion, mais même si la réponse n'est pas totalement satisfaisante, donc je rappelle que cette session, elle est enregistrée, donc vous pourrez la revisionner. On la mettra sur on partagera le lien. Et donc, Aude, Dominique, Christine, je vous propose de passer au volet 2, l'impact de convergence sur les dynamiques professionnelles. Merci. Du coup, je continue avec le micro. Donc, effectivement, sur l'évolution des pratiques professionnelles qui était aussi le grand axe de questionnement qui était le nôtre sur cette évaluation, plusieurs constats doivent être mis en exergue. D'un premier grand constat, des ressources au renfort et mutualisées qui s'avèrent pertinentes sur les territoires et ajustées aux besoins. Donc, pleinement saisies par ces derniers, avec plusieurs éléments qui sont particulièrement salués. Premièrement, la souplesse justement de cette approche convergence, mais aussi l'importance de l'ingénierie qui est mise à disposition en local avec ces équipes présentes dans les coordinations de chargés de partenariat et puis dans les soutiens de ressources au renfort qui permettent justement de renforcer et de faire évoluer les moyens dédiés à l'accompagnement. Donc, au niveau des ressources mutualisées, en particulier, sont saluées justement les missions d'expertise
qui sont menés par les différents chargés de partenariat, qui ont tous une spécialité, logement, santé, emploi. Et du coup, cet axe de travail très fort à destination des chantiers et des permanents au sein des chantiers, pour qu'eux puissent saisir au sein de leur accompagnement, se saisir de cette offre. Donc, il y a vraiment ce partenariat entre, d'un côté, le travail d'accompagnement qui est fait au sein des chantiers et les ressources mutualisées qui sont mises à disposition, qui permettent d'approfondir certaines situations ou justement de se passer le relais là où certains nœuds ne peuvent pas être débloqués par les accompagnants, les professionnels au sein des chantiers, et qui permettent de débloquer justement les situations. On reviendra là-dessus tout à l'heure, notamment sur les impacts dans les trajectoires. Au niveau toujours de cet impact, on voit aussi un élément intéressant et qui est ressorti de manière vraiment très, très consensuelle au sein de l'ensemble des territoires, c'est la question du recentrement des chantiers sur ce qui est souvent appelé l'ambition originelle, en tout cas la vocation originelle de travail, d'accompagnement à l'insertion professionnelle, mais à l'insertion avec une amélioration du bien-être des professionnels en miroir de ça. Justement, je vais essayer de parler plus fort, je vois bien vos commentaires, je vais essayer de crier dans le micro. Non, mais n'hésitez pas à me dire si ça ne marchait toujours pas et je pourrais chercher un autre micro. Mais en tout cas, voilà, ce recentrement des chantiers sur cette position avec ces moyens dédiés pour mettre en place un accompagnement de qualité est largement apprécié par les permanents qui aussi, à travers ces moyens donnés, disent et énoncent être en capacité de s'engager plus encore auprès des publics accompagnés. Et nous le verrons, les publics accompagnés aussi reçoivent cet engagement, le valorisent et s'engagent un peu en miroir de cela au sein de leur propre parcours. On voit une évolution, deuxième grand constat, des modalités d'accompagnement pour mieux justement répondre aux besoins, notamment aux besoins, à tous les besoins freins périphériques à l'emploi des salariés en insertion. On voit qu'à travers les ressources mutualisées, l'appui reçu par ces chargés de partenariat et les renforts en interne au sein des chantiers, il y a un élargissement du spectre d'intervention des CIP, justement autour des situations qui permettent d'aller chercher, en tout cas de se consacrer à certaines thématiques sur lesquelles ils n'avaient pas forcément le temps d'aller, d'avoir vraiment cette approche en couteau suisse, c'est souvent ça qui est mentionné, de pouvoir en tout cas se saisir des difficultés et d'avoir les outils pour le faire et faire avancer les situations. On voit notamment que le référentiel d'accompagnement a changé au sein des chantiers, à la marge parfois, mais a bien changé avec des méthodes d'accompagnement qui gagnent en transversalité entre encadrants techniques et CIP, là où parfois dans certains chantiers, les approches pouvaient être vraiment en silo avec des périmètres d'intervention différents. On a une vision beaucoup plus ensemblière de l'équipe d'accompagnement et d'encadrement au sein des chantiers qui permet d'avoir un regard plus fin sur les situations et de mieux se coordonner justement sur les besoins et les axes de travail auprès d'un salarié en insertion. On voit également du coup, un accompagnement en plus forte proximité qui permet d'avoir des diagnostics là aussi affinés autour des besoins spécifiques, individualisés de la personne et de pouvoir en miroir s'adapter et prendre le temps de mettre en place cet accompagnement renforcé, qualitatif, plus encore que ce qu'il n'était avant. Avec là aussi un constat qui est intéressant en termes d'évolution des pratiques d'accompagnement, une place qui est plus assumée, plus affirmée du relationnel, de l'informel dans l'accompagnement, avec ce qui va se jouer dans la relation entre deux personnes, entre l'accompagnant et la personne accompagnée, et l'acceptation d'activer ce levier-là, de l'importance de la discussion, de l'importance de la post-clope pour justement travailler sur les situations. C'est vraiment des petites choses comme ça qui viennent, de par le temps et les ressources en plus, débloquer les situations et permettre cet accompagnement au plus proche des besoins. Et le constat, en tout cas l'effet immédiat, qui est ressorti là aussi vraiment consensuellement de la part des différents professionnels au sein des chantiers, c'est des gains d'efficacité et des gains temporels. On va plus vite, on perd moins de temps sur des sujets chronophages parce qu'on a les ressources, on peut aller mobiliser cette expertise auprès des chargés de partenariat et les situations se débloquent.
Donc là aussi, on a une montée aussi en compétences sur certains sujets qui peu à peu se diffusent au sein des chantiers. Si on regarde du côté des salariés maintenant, parce que l'approche capacitaire, ça va était aussi un des sujets, un des questionnements qui était le nôtre. On voit justement que, c'est ce que je disais tout à l'heure, que le soutien élargi, l'approche en forte proximité, l'accompagnement qualitatif permet d'une part la valorisation des salariés en insertion et leur donne aussi une place plus large dans leur démarche d'insertion et l'engagement qu'ils peuvent avoir dans leur démarche. On voit, je le disais tout à l'heure, en miroir de l'engagement des salariés, des professionnels de l'accompagnement, des salariés en insertion qui eux aussi du coup s'engagent, puisqu'ils voient autour d'eux tant d'efforts et ils investissent aussi davantage. Il y a une forte charge symbolique de cet engagement. Et puis, on voit aussi des pratiques d'accompagnement qui évoluent pour laisser plus de place à l'ambition d'autonomie des salariés en insertion, qui laisse la place justement aux salariés en donnant un numéro, en lui donnant la capacité d'aller chercher l'information, en justement donnant accès à des informations avec plusieurs actions, notamment de sensibilisation, formation, enfin vraiment dans cette idée d'outiller là aussi les salariés en insertion et de leur donner la capacité à prendre part à leur démarche eux-mêmes, là encore dans une logique de ce qu'ils sont capables de faire. Pour autant, sur ce point-là d'approche capacitaire et de donner la capacité aux salariés de se saisir de cette situation, de la faire avancer en partenariat avec le travail des professionnels, on voit très vite que les questions de langue, de capacité linguistique viennent circonscrire et limiter ici ce qu'il est possible de faire. Ici, si la question du frein linguistique n'est pas levée, il est très, très difficile de parler d'autonomisation et de donner plus de place aux salariés pour qu'ils prennent part à ces démarches. C'est les différents témoignages que vous pouvez lire en bas de cette page. Je passe maintenant justement sur le petit détour charentais sur cette question-là. Et comme tout à l'heure, se redonner quelques constats, avec en premier lieu vraiment ce constat très fort d'une échelle, enfin cette donnée de base qui est l'échelle départementale, donc l'échelle élargie sur plusieurs bassins de vie, sur un territoire mixte, rural, urbain, qui vient induire un modèle un peu différent, qui là aussi, il convient quand même de dire deux mots pour pouvoir comprendre l'impact des pratiques derrière. Donc, en termes de modèle un petit peu ajusté, on voit deux choses. Premièrement, en termes de coordination, de ressources mutualisées, elles ont été étoffées dès le lancement du dispositif, avec une vraie équipe qui est arrivée très vite, dotée de moyens, justement en reconnaissance de cette dispersion géographique pour se donner la capacité de maintenir ce degré d'intensité d'offres de services, de ressources additionnelles au chantier, avec là aussi des petits ajustements dans les fiches de poste des chargés de partenariat par rapport à ce qu'on peut observer dans les territoires denses, avec justement des chargés de partenariat qui ont une approche plus transversale, plus généraliste. Ils ont quand même ces deux expertises très fortes que sont la santé et l'emploi, avec des profils qui ont été sélectionnés à juste mesure, mais une volonté d'avoir une approche beaucoup plus ouverte au-delà des deux thématiques, plus généralistes, pour pouvoir répondre de la même manière que je mentionnais le couteau suisse tout à l'heure, en tout cas, voilà, pouvoir offrir un panel de possibilités de réponse élargies en réponse aux besoins rencontrés sur le territoire qui sont peut-être plus variables. On voit là aussi un modus operandi, une façon de faire qui est davantage sectorialisée au niveau de l'échelle territoriale, au niveau de l'échelle départementale, de par ces différents bassins de vie que je mentionnais tout à l'heure. On pourrait se dire que cette échelle impacte le degré de présence des chargés de partenariat dans les ACI, la capacité à être aux côtés d'eux et à offrir des solutions. Il n'en est rien. On retrouve la même intensité
de présence, d'accompagnement que dans les territoires denses, justement de par cette équipe étoffée et les moyens additionnels qui ont été dédiés à ces ressources mutualisées. Par contre, on voit des dynamiques qui sont davantage sectorialisées avec des démarches inter-ACI qui existent, une dynamique partenariale qui est très forte, mais du fait de l'élargissement du territoire, des dispositifs qui peuvent se dupliquer. Je m'entends parler, pardon. Des dispositifs qui peuvent du coup être dupliqués sur les différents bassins de vie avec une démultiplication des interlocuteurs et du coup des actions nécessaires. Donc on voit ici que la démarche de mutualisation, en tout cas du travail des chargés de partenariat, peut peiner parce que sectorialisée à l'échelle départementale. Autre spécificité qu'on retrouve en territoire moins dense, sur le modèle, on a des ressources renforts qui sont là aussi étoffées, qui tiennent compte des enjeux de mobilité et ces problématiques de mobilité des salariés en insertion. Et pour ce faire, on voit justement un émargement au financement forfaitaire, donc une dotation plus forte qui a été faite auprès de l'ensemble des ACI en Charente, justement pour assurer des moyens dédiés à ces chantiers, pour avoir des ressources au renfort, pour déployer un accompagnement de proximité fortement qualitatif, là aussi, autour des salariés, peu importe leur taille, ce qui est là aussi une spécificité et qui permet justement de mettre en place cet accompagnement. Donc, une fois dites ces deux spécificités du modèle charentais, il convient de conclure aujourd'hui sur justement des effets en termes de pratiques à la fois partenariales, on l'a mentionné, mais surtout de pratiques professionnelles qui rejoignent ceux que je venais de mentionner sur les territoires denses, à savoir de très forts effets en termes d'accompagnement qualitatif de proximité, avec une capacité à mettre en place cet accompagnement, notamment sur les questions de mobilité qui sont très, très prégnantes, cette capacité à offrir une solution, à accompagner le salarié en insertion dans un rendez-vous, à le doter de moyens pour qu'il puisse se rendre à ces différents rendez-vous, ou en tout cas voilà, mobiliser les différentes ressources du territoire. Et puis, évidemment, en termes de dynamique de mutualisation des pratiques, avec des constats qui sont similaires à ceux qu'on observe dans les territoires denses, une forte interaction entre chantiers, une forte capacité à échanger et à monter en compétences et à, en tout cas, trouver des solutions adaptées aux problématiques qui sont à la fois individualisées pour les salariés en insertion et territoriales à l'échelle départementale. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Merci, merci Domiti. Alors, il y a des questions déjà. On va peut-être prendre les deux premières, mais auxquelles vous pouvez peut-être répondre. Des exemples d'élargissement des missions, enfin des champs d'intervention des chargés d'insertion, par exemple autour du logement. Tout à fait, autour du logement, et c'est notamment en lien avec les expertises des chargés de partenariat, mais la capacité le logement et les demandes de logement étant des choses et des démarches assez complexes. On voit ici des chargés d'insertion qui sont davantage outillés pour effectuer une demande de logement social, une demande de logement social qui fonctionne, qui a l'ensemble des éléments, qui permet justement d'avancer et de proposer des choses plus conséquentes, en tout cas qui sont plus couronnées de succès dans les différents parcours et dans les différentes solutions à l'échelle des territoires. Sur la question de logement, j'essaye de penser à autre chose. Aude, si tu vois un exemple, n'hésite pas. Aussi.
Disons que même la question, elle peut s'apprécier de façon plus globale, quoi. C'est qu'on a vraiment une intégration du social dans le périmètre d'intervention des CIP. Je crois qu'on peut le dire en ces termes. Derrière, ça se traduit sur tous les champs qui ont été mentionnés, hein, et qui sont ceux aussi sur lesquels interviennent les chargés de partenariat, santé, santé mentale, logement, etc. Donc, on a vraiment une capacité à embrasser. Ça ne veut pas dire faire, mais ça veut dire en tout cas se saisir et pouvoir activer. Et je crois que d'ailleurs, ça fait le point avec la deuxième question qui est posée, de savoir si les CIP se recentre sur le volet emploi au profit d'un partenariat renforcé avec les travailleurs sociaux de territoire. Là, je vais peut-être te laisser répondre, Domiti, mais ça ne s'apprécie pas dans ces termes. C'est plutôt une capacité à aller de façon plus certaine sur ces questions sociales. Ça ne veut pas dire, encore une fois, faire à la place d'eux. C'est bien s'appuyer sur les bons réseaux ensuite, d'ailleurs, qui sont beaucoup plus structurés. Mais c'est en tout cas une capacité à s'en saisir et à savoir quoi activer à l'échelle du territoire en activant les relais, les ressources des chargés de partenariat dans leur activation de réseau possible, et puis en allant s'assurer de la collaboration renforcée autour du salarié avec les acteurs de droit commun pour le coup. Mais si tu veux en dire deux mots, Domiti. Avec notamment sur la question de généralisation sur le renforcement, de mieux connaître les dispositifs d'action sociale pour comprendre le qui fait quoi de l'insertion, etc., ou de renforcer le volet social aux travailleurs sociaux et l'emploi au CIP. Il faut bien comprendre qu'il y a des situations extrêmement divergentes selon les professionnels présents au sein des chantiers, avec des ASP, des CIP, des professionnels qui n'ont pas le même parcours, pas les mêmes expertises. Et l'idée, c'est plutôt de s'adapter à chacune des situations avec les ressources présentes au sein du chantier et de pouvoir mobiliser en miroir les ressources manquantes. Donc, si on a un professionnel qui est beaucoup plus axé sur les questions d'insertion professionnelle, il sera davantage en capacité d'aller chercher l'accompagnement concerté, d'avoir le temps de se mettre en lien avec les AS de secteur, etc., pour avancer sur ces sujets-là. Et au contraire, si on a un professionnel qui est plutôt spécialisé, travailleur social de type ASP, il va être outillé à l'aide du chargé de partenariat emploi, par exemple, pour aller chercher des partenaires entreprises, pour mettre en place des PMSMP. Voilà, on a vraiment cet ajustement au cas par cas, en fait, qui fait aussi la particularité de cette approche et qui fait que, justement, on arrive à faire avancer des situations aussi hétérogènes soient-elles au sein des chantiers. Peut-être pour compléter, merci Domiti, pour compléter, parce que je vois les questions du coup et les remarques qui s'enchaînent. Nous, Convergence, on fait le choix de s'assurer que l'ensemble des difficultés de la personne sont prises en charge, sont identifiées d'une part et prises en charge, et qu'elles sont prises en charge de manière concertée. Donc ça ne veut pas dire que c'est le chargé d'insertion du chantier qui va forcément tout faire. Et en revanche, on confie comme mission au chargé d'insertion d'essayer d'identifier l'ensemble des difficultés et qui va les prendre en charge. Donc concrètement, s'il y a un travailleur social parce que la personne est hébergée ou parce qu'elle a une assistante sociale de secteur, le CIP va se rapprocher de ce travailleur social pour qu'il prenne en charge les difficultés, par exemple, liées au logement ou liées aux problématiques d'endettement s'il y en a. En revanche, s'il n'y a pas de travailleur social, parce que la personne est chez un tiers, qu'elle vit en squat, et c'est le cas, et c'est pour ça qu'on insiste aussi sur les caractéristiques du public qui est accompagné dans le cadre de Convergence. On sait bien qu'on ne parle pas de tous les salariés en parcours en chantier d'insertion, mais vraiment, on cible avec Convergence des chantiers qui accompagnent ce public qui est en grande difficulté d'habitat, qui cumule un nombre important de difficultés. On est en train il y a des statistiques qui continuent à être faites sur le département de la Charente. On est entre 7 et 10 difficultés, 7 et 10 freins lourds au retour à l'emploi. Et donc, c'est important que le CIP, il identifie l'ensemble de ces difficultés. Donc oui, il y a probablement un enjeu de formation, et c'est vrai que nous, on s'y emploie. Comment on amène un chargé d'insertion à parler des problématiques de santé, parce qu'en voyant la personne au travail, l'encadrant technique va faire remonter, et c'est vrai qu'il y a l'enjeu d'évolution de la mission des chargés d'insertion, mais il y a aussi tout le sujet des encadrants techniques qui sont largement mobilisés dans la mise en œuvre de Convergence et aussi de premières heures. L'encadrant technique, quand il voit que la personne a des problèmes de vue, et ça, il s'en rend compte en travaillant, qu'elle a des problèmes de dos ou qu'en pressant des problématiques psy, il va le partager avec le chargé d'insertion.
Et ils vont essayer d'aborder ce sujet-là avec le salarié parce qu'on sait que si la question de santé n'est pas prise en charge pendant le parcours, finalement, on n'aura pas été au bout de l'accompagnement et surtout, on risque d'amener la personne à une situation potentielle de rupture en fin de parcours d'insertion, même si on l'a amené à l'emploi. Donc oui, le rôle, et c'est en ça qu'on parle de transformation de l'accompagnement, le rôle, la mission des encadrants techniques des chargés d'insertion, c'est d'aborder l'ensemble des difficultés. Et c'est vrai que on fait le choix de ne pas renforcer les moyens des chantiers sur tous les champs, parce que ce qu'on nous oppose et ce que j'ai souvent entendu, c'est pourquoi vous occupez du dossier logement quand la personne est hébergée et qu'on finance des travailleurs sociaux dans les centres d'hébergement, on les paye déjà une fois, on ne va pas les payer deux. Et ce que j'entends tout à fait. Et en fait, quand on est dans cette configuration-là, l'enjeu, c'est que le travailleur social, il travaille sur le dossier logement, mais il le fasse en lien plus étroit avec le chargé d'insertion, qui va faire remonter, pour que ça soit intégré dans le dossier logement, tout ce qui est constaté dans le cadre du travail. Parce que c'est pas la même chose de dire je fais un dossier logement pour quelqu'un qui est en centre d'hébergement, point, et je fais un dossier logement pour quelqu'un qui est en centre d'hébergement, mais qui travaille en chantier d'insertion. Depuis 6 mois, on le voit à l'œuvre, il respecte les horaires de travail, il n'y a aucun problème, il s'entend bien avec ses collègues, etc. etc. Et donc l'idée, c'est vraiment de s'assurer, encore une fois, que les chargés d'insertion ont cette vision à 360 et que l'ensemble des difficultés sont prises en compte par les personnes ressources quand il y en a et qu'elles sont mobilisables, parce qu'on a aussi des cas de rupture, de salariés qui ne veut plus parler à son travailleur social, et souvent c'est les chargés de partenariat qui vont essayer de refaire du lien entre les deux, et s'assurer, oui, que chacun prend sa part, mais surtout qu'on partage aussi, c'est la logique de l'accompagnement concerté, l'ensemble des actions qui sont mises en œuvre dans le cadre de l'accompagnement de la personne. Et oui, sur la philosophie, ça ressemble à ce qui peut être fait dans les plis. Absolument. Enfin, encore une fois, on retrouve à la fois cette volonté d'accompagner sur tous les champs. On est vraiment sur du 360. Et puis également de s'appuyer sur les ressources existantes, de ne pas créer de doublons, mais de s'assurer aussi en même temps qu'il n'y a pas de trou dans la raquette. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que ça répond à vos questions? Alors, méthode MAPI, je ne connais pas. Alors, je veux bien que peut-être vous preniez la parole, Madame Durand, pour nous en dire plus sur cette méthode MAPI. Mais vous avez peut-être le son? Ah, d'accord. Alors là, c'est plus embêtant. Bon, écoutez, je pense qu'on va rester là sur... N'hésitez pas à nous mettre un lien ou quelques infos sur la méthode. Si Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui connaissent cette méthode? Mais s'il s'agit d'accompagnement global, oui, on est encore une fois sur un objectif d'accompagnement global, mais un accompagnement global qui n'est pas forcément internalisé dans le chantier. Pour avoir suivi, je me permets d'intervenir par rapport à la méthode MAPI. J'ai suivi la formation il n'y a pas très longtemps. En fait, sur le papier, c'est fabuleux. Pour avoir essayé de la mettre en action sur le terrain, c'est un peu plus compliqué parce que c'est très long. C'est prendre le temps d'accompagnement avec la personne. C'est prendre le temps d'aller chercher le positif pour la sortir et l'éloigner du négatif. Et c'est utiliser des méthodes qui font partie de cette méthode MAPI et qui sont des méthodes papier, mais ça prend énormément de temps. Au lieu d'une demi-heure habituellement d'accompagnement sur le terrain, vous êtes à 1h30 d'accompagnement pour bien tout mettre en place. Okay. Mais c'est vraiment pas mal. Hein. Je me permets aussi d'intervenir. Bonjour. En fait, nous, on utilise la méthode.
Est-ce que vous pouvez juste vous présenter, s'il vous Oui, plaît? pardon. Valérie Desneiges, je travaille pour le service insertion et emploi de la métropole Rouen-Normandie. Et donc, on travaille avec la méthode MAPI depuis au moins 2011 maintenant. Mais effectivement, on travaille avec cette méthode dans le cadre d'un PLI, d'un plan local pour l'insertion et l'emploi. Donc, on a le temps de mettre en place les parcours. Nous, c'est une méthode qu'on défend depuis longtemps et je comprends la remarque qui a été faite juste avant. Ça peut nécessiter du temps, mais sur la technique d'approche du public, ça rejoint ce que vous expliquez en termes de coordination du parcours et de pilotage global. Je m'excuse, il y a des travaux juste à côté. De pilotage global, en tout cas, voilà, de prendre en compte tous les freins de la personne. Mais surtout, ce qui est intéressant dans cette méthode, c'est de lui faire poser ses objectifs. À chaque frein, lui faire exprimer et verbaliser son objectif et le partager avec elle pour que derrière, elle puisse s'impliquer davantage dans la mise en œuvre des actions qui vont lui permettre de lever ses freins. Je vais m'arrêter là parce que je pense que les bruits de perceuse sont très désagréables pour vous. Ok, merci. Effectivement, il n'y a peut-être pas, enfin, accompagnement global, on nous dit souvent, mais on le fait déjà. On le fait déjà, mais pas forcément avec l'intensité. Et c'est pour ça que j'insistais vraiment sur, et on l'avait présenté dans le cadre des restitutions intermédiaires, on ne le fait pas forcément avec ce public qui, encore une fois, cumule ces difficultés importantes, lourdes, et qui du coup nécessite alors déjà un renforcement des moyens du chantier, hein, c'est aussi ce qu'on propose, parce que ça a été bien dit dans la restitution, quand il s'agit de faire de l'accompagnement des personnes, de les accompagner chez le médecin dans leur démarche, le chantier n'a pas forcément, avec ses moyens classiques, la possibilité de le faire. Et c'est vrai que ça suppose aussi une technicité, une connaissance, que ce soit des dispositifs de soins ou que ce soit des dispositifs logement, que n'ont pas forcément les chargés d'insertion et qu'apportent, alors soit les travailleurs sociaux, encore une fois, quand ils sont mobilisables, mais on se rend compte qu'on a souvent et très souvent besoin de mobiliser les chargés de partenariat qui, pour le coup, apportent cette compétence et cette expertise sectorielle que n'ont pas forcément les chargés d'insertion. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ok, bah écoutez, je vous propose d'enchaîner donc sur le dernier volet, hein, et qui peut-être permettra aussi d'éclairer un certain nombre de points qui ont pu, ou de questionnements qui ont pu être posés à l'instant. Donc les impacts de convergence sur les trajectoires des salariés en parcours d'insertion. Oui, alors l'analyse de ces impacts a mobilisé donc à la fois les outils qualitatifs déployés dans le cadre de l'évaluation, mais aussi une analyse plus quantitative à partir des tableaux de bord qui ont été très régulièrement remplis par les chantiers. Et je rejoins Aude sur l'important travail qui a été fourni et sur nos remerciements pour ce travail. Alors, globalement, les résultats montrent un impact important de convergence sur l'amélioration de la situation sociale et du bien-être des salariés. Dans le domaine du logement, déjà, alors le premier constat est que la situation par rapport au logement des salariés à l'entrée des chantiers convergence et notamment des salariés parisiens est très dégradée. Environ 9 salariés parisiens sur 10 avaient des difficultés de logement à l'entrée et environ la moitié des salariés lyonnais étaient dans ce cas.
L'analyse des tableaux de bord montre une forte résolution de ces difficultés en cours de parcours, notamment pour les salariés qui ont bénéficié d'un accompagnement de convergence dans le domaine du logement. Ainsi, 82% des salariés parisiens qui ont été accompagnés dans le domaine du logement ont vu leur situation s'améliorer. Ils sont moins nombreux, les 2/3, lorsqu'ils n'ont pas bénéficié d'un tel accompagnement de convergence. Un autre chiffre qui montre bien l'importance de l'impact, donc environ 1 salarié sur 5 parisiens était en logement durable ou semi-durable à l'entrée des chantiers. Parmi les sortants, on est à 2/3 de personnes en situation de logement durable ou semi-durable, donc chiffres qui sont tout à fait éloquents. Alors, la résolution de ces problématiques peut être reliée au déploiement de convergence, notamment au gain d'expertise des chargés de partenariat, mais aussi de l'importance des partenariats qui ont pu être créés avec l'ensemble des acteurs du logement ou de l'hébergement, et en particulier avec les bailleurs sociaux, partenariats qui ont aussi permis une bonne coordination autour des salariés dans le cadre d'une interconnaissance finalement des différents acteurs autour de la situation donc des salariés. En ce qui concerne la situation, en ce qui concerne les situations de santé, alors le déploiement de convergence a pu avoir plusieurs conséquences, ou en tout cas a permis la mise en œuvre de plusieurs outils qui est déployé dans les territoires, avec d'abord des actions de sensibilisation sur la problématique auprès à la fois des permanents des chantiers et des salariés en insertion. Quantitativement, on observe qu'environ la moitié des salariés, que ce soit des salariés parisiens ou des salariés lyonnais, ont bénéficié d'une action de convergence dans le domaine de la santé. Alors, ce chiffre est important lorsque l'on connaît les difficultés de l'accompagnement socio-professionnel à faire émerger et à traiter ces problématiques de santé. Et donc, montre l'importance de cette sensibilisation. Par ailleurs, les accompagnants ont pu bénéficier de l'expertise des chargés de partenariat, ce qui, dans certains cas, a permis de débloquer des situations qui étaient très contraignantes pour la suite des parcours. Quantitativement, la résolution des difficultés de santé est moins importante. On va dire que les chiffres sont un peu moins importants que ceux que l'on a pu observer dans le domaine du logement, mais restent tout à fait favorables. On voit en particulier que 70% des salariés parisiens, 54% des salariés lyonnais qui avaient des problématiques de santé à l'entrée dans le chantier ont connu soit une résolution totale de ces difficultés, soit sont en cours, voient ces difficultés en cours de résolution au moment de la sortie de l'ACI. Je te laisse passer Alors, en ce qui concerne les effets en termes de valorisation, d'estime de soi, de place de la société dans les salariés, là, bien sûr, nous ne disposons pas de données quantitatives sur ce type d'item. En revanche, les entretiens qualitatifs qui ont pu être conduits auprès des salariés montrent là aussi l'effectivité de ces effets. Vous avez quelques verbatims en exemple, mais qui vous montrent un peu un panel de la façon dont peuvent se jouer ces effets, avec pour le premier verbatim un impact du chantier en termes de répit, en termes de pouvoir se poser au moins pendant la durée du passage du parcours dans le chantier. Le deuxième qui est très parlant en termes d'estime de soi, d'impact sur l'estime de soi, de reconnaissance de ses compétences, in fine de place dans la société. Et puis la troisième en termes de sociabilisation et d'accès donc à une sociabilité tout court. En ce qui concerne les difficultés d'accès aux droits ou en cours de résolution, alors Convergence s'est accompagné d'une forte incitation à mobiliser les référents sociaux de droit commun pour la prise en charge de l'accès aux droits, voire même, et Sophie en parlait bien tout à l'heure, d'avoir un peu un rôle de plaidoyer auprès des travailleurs sociaux pour parvenir à une coordination auprès
auprès des personnes pour permettre de fluidifier les parcours d'accès aux droits. Alors, cette mobilisation des référents sociaux de droit commun n'a pas toujours été effective. Elle a parfois été empêchée soit par la difficulté d'identifier les bons référents, soit par la surcharge de travail des référents sociaux de droit commun. Soit par des changements d'interlocuteurs, par exemple. Alors, pour autant, on observe là encore une effectivité de l'accès au droit, ou en tout cas des résolutions des difficultés autour de cet accès, que les chargés d'accompagnement aient agi en complémentarité, ou quand cela n'a pas été possible, en subsidiarité avec les référents sociaux de droit commun, avec là aussi un taux de résolution des difficultés qui est très important à la sortie pour les salariés parisiens et dans une moindre mesure pour les salariés lyonnais. D'une manière générale, sur ces différents points, qu'il s'agisse du logement, de la santé ou de l'accès aux droits, l'analyse quantitative montre également un impact très important de la durée des parcours pour expliquer la résolution de ces difficultés. Donc, constat qui va bien dans le sens de la volonté de convergence de permettre aussi des parcours longs, voire très longs, au sein des chantiers pour permettre l'effectivité de la prise en charge et de la résolution de ces problématiques. En ce qui concerne l'insertion professionnelle des salariés, très schématiquement, on peut noter 3 points finalement d'action de convergence, alors qui viennent bien sûr se rajouter à tout ce qui a été dit, jusque-là. Le premier, c'est un rapprochement entre les différents permanents des chantiers, et là aussi Sophie en parlait tout à l'heure, avec finalement une reconnaissance aussi du rôle des encadrants techniques d'insertion dans cette remontée des problématiques sociales et des différents freins à l'insertion professionnelle, avec au final plus de souplesse dans l'accompagnement et plus de possibilités d'être dans une autonomisation progressive, en tout cas dans cette notion de progressivité qui semble importante pour construire le parcours autour de la personne et sa montée en compétences. Par ailleurs, Convergence a permis un fort partenariat avec des entreprises soit ordinaires ou d'autres, ou des entreprises d'insertion. Partenariat qui a aussi été facilité par l'accompagnement post-sortie qui sécurise beaucoup les employeurs dans leur intégration des salariés issus des structures Convergence. Enfin, nous en parlions également tout à l'heure, Convergence a fortement plaidé pour une mobilisation très rapide des mises en situation professionnelle, sans attendre résolution des freins périphériques d'accès à l'emploi. Or, cette mobilisation très rapide a été plébiscitée par les acteurs parce qu'elle a permis une bonne autonomisation des salariés, une montée en compétences, et là aussi un rôle très important en termes d'estime de soi et de gain d'autonomie d'une manière globale. Finalement, alors si l'on regarde les chiffres en eux-mêmes, nous avons environ un tiers des salariés, notamment parisiens, qui à la sortie sont en situation d'emploi durable, ou en tout cas en situation d'emploi ou en sortie positive. Alors, ce chiffre peut paraître faible, mais lorsque on le met en regard avec les difficultés très importantes, je vous parlais tout à l'heure des difficultés de logement, on a aussi des chiffres très conséquents en ce qui peut concerner la santé, par exemple. Donc, quand on met en regard avec ces difficultés, on peut relativiser donc ce taux d'emploi. Et puis surtout, donc, nous avons procédé à une analyse toutes choses égales par ailleurs qui permet un peu de mieux comprendre quels sont les facteurs qui expliquent le plus le retour à l'emploi. Ce que montrent les résultats, c'est l'impact très, très important de l'accompagnement Convergence pour expliquer ce retour à l'emploi, avec une forte hausse de la probabilité de retour à l'emploi pour les personnes qui ont été accompagnées par Convergence dans le domaine de l'emploi, par exemple, et qui donc ont bénéficié
du réseau de partenariat notamment, ou de la mobilisation du chargé de partenariat emploi, mais également pour les personnes qui ont bénéficié de l'accompagnement de convergence dans le domaine du logement. Pour finir également sur la Charente, alors là, il est compliqué de tirer à ce stade du déploiement de convergence en Charente, de déployer des enseignements sur l'impact de convergence sur les parcours. Au moment de l'observation, les salariés qui étaient entrés dans les ACI après la mise en place de convergence étaient en moyenne à 4 mois de parcours, donc une durée qui est très courte, hein, pour pouvoir observer des effets effectifs de convergence sur les trajectoires. Ce que l'on constate au bout de ces 4 mois, ce qui est vraiment très important comparé aussi à ce que l'on peut observer sur les territoires urbains, c'est une mobilisation très importante et très rapide des outils convergence. Par exemple, les 3/4 des salariés charentais qui avaient des difficultés de santé à l'entrée avaient déjà bénéficié d'un accompagnement par des chargés de partenariat ou bien de la mobilisation du réseau Convergence Santé, sachant que sur les autres territoires, on n'atteignait pas ces taux même après des durées de parcours beaucoup plus importantes. Et puis les 2/3 avaient bénéficié d'un accompagnement dans le domaine de l'emploi. Et de même, donc dans les chiffres que je vous ai cités tout à l'heure, vous avez pu voir que les salariés parisiens étaient à l'entrée dans une situation plus dégradée que les salariés lyonnais. On voit notamment que sur Lyon, où le dispositif est plus récent, la diversification des profils issus de cette volonté d'intégrer dans les chantiers convergence des salariés qui n'accèdent pas aux ACI dans d'autres cadres. Donc, cette diversification est progressive. En Charente, on voit très vite une diversification des profils plus rapidement que sur les territoires plus urbains. Bref, ces premiers constats constituent des indices finalement d'un dispositif qui vient répondre à des attentes qui étaient ou à des besoins non couverts sur le territoire, mais également dans un cadre aussi spécifique à la Charente, d'un dispositif partenarial qui préexistait. Donc, on a à la fois confirmation peut-être de la pertinence du dispositif sur le territoire moins dense, avec donc une conclusion qui doit être mise en regard avec aussi les spécificités de la Charente au-delà de son côté territoire moins dense. Merci Christine. Peut-être avant de... Donc on a eu quelques questions, mais peut-être avant de les prendre, ça fait une transition vraiment assez logique avec ce que vous venez de dire. C'est vrai qu'on a sur l'analyse du quantitatif, sur la situation des personnes, votre étude s'est principalement appuyée sur les résultats observés à Paris et à Lyon, alors qu'on avait sur la même période commencé à travailler sur d'autres territoires qui ont fait remonter leurs informations, leurs éléments. Donc, la Charente, avec la limite que vous exprimez sur le manque de recul dont on dispose. Et c'est vrai qu'on est dans la même configuration sur l'île Nantes-Strasbourg, qui ont démarré en même temps, donc en 2021. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas assez de recul pour travailler et intégrer les données pour cette analyse quantitative. En revanche, l'observation que vous avez pu mener sur ces territoires-là vous a quand même amené à faire un certain nombre de conclusions, notamment concernant la mise en place, l'installation, d'abord la démarche de démarrage, d'essaimage, mais aussi sur l'installation du collectif, que ce soit des chantiers ou du lien avec les institutionnels ou du développement du réseau sur ces territoires-là. Mais effectivement, et on va peut-être faire le lien comme ça avec une des questions sur la durée des parcours, dans les modalités de convergence, et c'est aujourd'hui rentré totalement dans le cadre du droit commun, on avait très tôt identifié le fait que
on avait besoin de plus de temps pour les parcours d'insertion et c'est pour ça qu'on a demandé à pouvoir faire des parcours qui vont jusqu'à 5 ans. Alors, ce qui n'est pas le cas. Est-ce que vous avez en tête des éléments ou sinon sur la durée moyenne des parcours? Moi, j'avais en tête des parcours qui sont autour de 22 mois sur le territoire parisien et donc où on a là aussi plus de recul, peut-être un peu plus de difficultés, mais pas forcément. Mais en tout cas, plus de recul. Est-ce que vous pouvez commenter, nous donner quelques précisions sur la durée des parcours et peut-être en lien avec un des constats que vous faites sur le fait que finalement, l'accès au logement, la problématique logement, elle est traitée et bien prise en compte dès lors que la durée du parcours est suffisante. Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous entendez par là? Alors, en effet, pour les salariés parisiens qui sont sortis de Convergence, la durée du parcours a été en moyenne de 22 mois. Alors, sachant que notre champ, ce sont les salariés qui ont été présents depuis l'année 2020, mais qui pouvaient être en parcours avant, mais c'est pour donner une idée de ce que nous avons observé. Donc, on est bien sur ces 22 mois. Alors, dès lors que la durée du parcours est suffisante, alors c'est difficile ça va dépendre aussi de la situation de chaque salarié. Dans les données quantitatives, on voit un peu un saut en fait dans la résolution des difficultés à partir de 12-18 mois de parcours. On passe là d'une majorité de salariés pour lesquels les difficultés sont en cours de résolution à une majorité de salariés pour lesquels les difficultés sont en effet résolues. Merci. Aude, sur la question de Virginie Durand, Convergence a-t-il pu aider à régler les problèmes de recrutement que rencontrent de nombreux chantiers en France? Et puis peut-être un autre point sur un réseau Convergence Santé, mais peut-être qu'on prendra dans un deuxième temps le lien avec les réseaux santé et logement. Et peut-être, je ne sais pas, Aude, sur la question des problématiques de recrutement. C'est vrai que nous, dans le cadre de l'évaluation, on a plutôt abordé la manière dont les recrutements ont évolué, avec cette question qui était posée de savoir si Convergence avait un effet sur la diversification entre guillemets des publics accueillis au sein des chantiers, des salariés donc, et en questionnant justement les freins à l'entrée et si on était bien sur le public attendu entre guillemets par le programme. Donc c'est vrai qu'on a plutôt des éléments de réponse là-dessus. On n'est pas, en tout cas à l'échelle des ACI sur lesquels on a eu à travailler, on n'était pas sur des problématiques extrêmement importantes de recrutement. Donc là-dessus, moi, j'ai pas énormément de choses à amener, si ce n'est de dire qu'effectivement, on avait, et ça a été souligné tout à l'heure par Domiti, sur les pratiques, on avait d'ores et déjà, et ça a aussi beaucoup été dit en 2021 au stade des résultats intermédiaires, on a finalement un réseau Convergence qui est aujourd'hui constitué de structures qui étaient d'ores et déjà des structures qui accueillaient un public avec entre guillemets plus de freins cumulés à l'entrée que la moyenne des ACI et on a vraiment cet enjeu de repositionnement sur une vocation originelle. Voilà, donc après ça donne en tout cas plus de possibles, un champ des possibles plus important sur le fait d'élargir, rééquilibrer, continuer à porter en tout cas cette volonté au sein des chantiers. Moi, c'est ce que je peux dire. Je ne sais pas si Domiti, tu veux me compléter ou Sophie? Moi, je peux peut-être compléter, mais Domiti, je ne sais pas si vous avez des… Sur les recrutements, je vais corroborer ce qu'a dit Aude. Sur la santé, on pourra en parler après si vous voulez. D'accord. Oui, sur le recrutement, nous, c'est quelque chose qu'on entend parce qu'effectivement, il y a des chantiers qui ont du mal à recruter et en faisant évoluer le recrutement, notamment en allant chercher plus de personnes qui sont en centre d'hébergement, on fait aussi un gros travail, les équipes Convergence font un gros travail de lien avec les structures d'hébergement. Bon, c'est en lien aussi avec des orientations qui sont aujourd'hui portées par la DIAL et la DGESP, donc d'avoir plus de prescriptions en chantier d'insertion de personnes qui sont en centre d'hébergement. De fait, on fait évoluer et on amène de nouveaux salariés en parcours dans les structures. Et donc, ça permet de lever ou de recruter peut-être plus facilement ou avec moins de difficultés que ce qui est constaté par ailleurs. Donc,
ça c'est la première chose. Et en fait, comment ceci est possible? C'est parce que justement, et qu'est-ce qui fait que dans les chantiers d'insertion, on va aussi accepter de faire évoluer le recrutement pour aller chercher ces personnes donc hébergées ou qui cumulent un nombre important de difficultés, c'est que on outille mieux les structures, on renforce les moyens du chantier et donc l'accompagnement des salariés à la fois sur la durée mais dans les modalités qui sont mises en œuvre permet cet accompagnement-là. Et puis peut-être sur les réseaux, Domitille, santé et logement. En dire deux mots, il n'y a pas de réseau convergence santé à l'échelle nationale, mais par contre, il y a bien à l'échelle des territoires justement des partenariats et des réseaux qui se créent, qui se consolident, que ce soit dans la constitution de réseaux avec des professionnels de santé généralistes pour faciliter justement l'accès et l'orientation des salariés en insertion vers ces professionnels-là, ou spécialistes, notamment professionnels en termes de professionnels dentaires, d'ophtalmologie à Paris, avec un partenariat spécifique avec la Fondation de Rothschild. Il y a des éléments qui sont voilà, des partenariats très précis qui sont développés. Et puis, l'inscription quasi systématique dans les réseaux qui sont déjà existants à l'échelle des territoires, que ce soit les contrats locaux de santé mentale, les projets territoriaux de santé mentale, les partenariats avec la CPAM, enfin, sur la Charente notamment, on pense à un partenariat qui s'est vraiment très vite incarné par des événements de prévention, enfin, un forum avec l'ensemble des professionnels de droit commun qui sont venus justement organiser un événement spécifique à destination de l'ensemble des salariés en insertion des chantiers convergence et qui trouve aussi un intérêt tout particulier à ce partenariat, puisque là, on est sur des publics qui sont éloignés des soins et qui sont de fait aussi relativement captifs et qui peuvent être en tout cas facilement accessibles à travers convergence pour des questions de prévention, de sensibilisation, de dépistage qui ont largement été activées dans les territoires. Je ne sais pas si ça répond à la question là-dessus, mais... Enfin, peut-être en complément, on s'appuie aussi pour développer alors, ce réseau. Alors, c'est vrai qu'on parle du réseau des partenaires convergence sur chaque territoire, mais pour faciliter aussi, et puis parce que maintenant, Convergence est un programme qui est déployé nationalement, au niveau de Convergence France, donc Convergence France qui est la structure qui porte et qui a été missionnée par l'État pour essaimer et accompagner la mise en œuvre de convergence sur sur 8 territoires aujourd'hui. On développe aussi des partenariats nationaux qui vont pouvoir être déclinés territorialement. Domitille faisait à l'instant référence au partenariat qui est signé avec la CNAM en Charente, mais il y a aussi un partenariat avec la CNAM à Paris, à Lyon, à Lille, à Nantes, à Strasbourg, à Rouen, et donc en Charente, ça vient d'être cité. Et c'est vrai qu'on travaille à la fois donc, au niveau national avec une convention cadre qui va permettre et faciliter en fait l'ouverture des partenariats ou l'installation du partenariat sur chaque territoire. Et puis, ce qui est intéressant et important aussi pour des acteurs tels que la CNAM ou d'autres, c'est que finalement, on va pouvoir, on se rend compte que le public visé par Convergence, les personnes en situation de grande précarité, est un public que la CNAM, par exemple, a du mal à toucher. Et en fait, ces convergences, c'est le chantier, ce sont les chantiers qui sont engagés dans Convergence qui vont permettre finalement d'identifier le besoin de santé ou d'amener vers la CPAM ces personnes qui relèvent souvent, pas toujours, qui sont de cas de situations complexes et on va mettre en œuvre les actions, la CPAM va mettre en œuvre à la fois les actions de prévention, mais aussi d'accompagnement à destination de ces personnes-là. On a aussi des partenariats avec les MDPH, par exemple. On essaye de développer des partenariats avec les CAF. On est au début de l'essaimage. Et voilà, et de la même manière, donc, on développe les partenariats avec les acteurs du logement. Alors, Action Logement sur certains territoires, mais je crois qu'on n'a pas encore mené d'action au niveau national, mais c'est un acteur qui est déjà identifié par les partenaires
logement sur les différents territoires convergence. Et ça, c'est vraiment, enfin, c'est une des missions des chargés de partenariat qui sont d'identifier les acteurs du logement du territoire, que de travailler, alors on va aussi travailler là-dessus pour répondre à une des questions du début avec les réseaux qui sont déjà implantés, mais c'est une des missions des chargés de partenariat de développer sur chaque territoire un réseau de partenaires sur chaque territoire. Et puis aussi, donc là, je fais le lien avec le point qui est un point qui est soulevé, c'est que Convergence permet aussi de pointer les difficultés, les manques, les lacunes. Alors vous me direz, on n'a pas forcément besoin de nous pour se rendre compte qu'il y a des déserts médicaux, mais c'est vrai qu'on a aussi certaines actions qui sont mises en place pour répondre finalement ou pallier les lacunes de l'offre de soins. Par exemple, à Lille, sur le territoire de la métropole de Lille, il y a une action qui a été mise en œuvre et financée par l'ARS qui permet de financer, d'installer un psychologue, une psychologue qui va intervenir sur les différents chantiers d'insertion. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit un financement RS, je sais qu'on avait répondu au financement RS, mais en tout cas, c'est un financement public. Et donc, on expérimente donc une permanence d'une psychologue qui se déplace et qui fait des temps de permanence sur les différents chantiers pour justement se rapprocher au plus près des salariés en parcours et les amener vers l'identification des difficultés et le démarrage d'un parcours de soins. Je vais laisser Aude prendre la suite sur les questions parce que j'ai une petite extinction de voix. Mais je reviens. Merci Sophie. Bon, et je crois que vous avez quand même brossé pas mal de points de questionnement, mais juste peut-être redire, c'est vrai, c'est ce que l'évaluation a beaucoup documenté, c'est ce que vous venez d'expliquer un petit peu en détail, mais en fait, c'est comment, par l'inflexion, le rôle des chargés de partenariat, à la fois on favorise la prise en main d'opportunités qui sont déployées, développées au national, vous en avez cité certaines, sur le volet santé, logement, voire sur l'emploi, avec aussi des partenariats structurants qui ensuite font des petits au niveau des territoires. Et puis, comment on développe, on maille un réseau propre au territoire. Et c'est vraiment un peu cette courroie qu'est le chargé de partenariat. Donc, c'est vrai que sur la question Action Logement, oui, au même titre que d'autres sujets, c'est évidemment une opportunité pour activer les enjeux liés à l'accès au logement pour les salariés. Par contre, c'est des CIP pas toujours en capacité de s'en saisir. Un travail de maillage à faire aussi avec les référents sociaux qui ont parfois déjà activé ces leviers-là. Et un travail important des chargés de partenariat sur la question de logement, mais aussi de la santé et autres, pour se dire voilà, comment on s'y prend, comment on prend en main tout ça, pas pour faire, mais bien pour accompagner cette prise en main côté chantier et côté permanent des chantiers. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, la mécanique, un petit peu le processus de comment on accompagne à rendre visibles les opportunités, que ce soit celles au local ou au national. Sophie, je ne sais pas si ça vous... Oui, c'est mieux, c'est revenu. Du coup, alors un certain nombre de réactions et de questions, donc je vais essayer de prendre des questions dans l'ordre. Des adhérents au programme Convergence dans le Sud-Manche, non, pas encore. Donc, Convergence aujourd'hui, et c'était la mission confiée par la DGEFP, est déployée sur 8 territoires, et c'est la mission qu'on avait donc jusqu'à fin 2022. On a... Donc aujourd'hui, nous travaillons avec l'État, avec les acteurs institutionnels. Donc le ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combe, Olivier Dussopt, ont annoncé la poursuite du programme en 2023 et la poursuite des financements Convergence qui devraient nous permettre d'aller un peu plus loin, à la fois sur les territoires sur lesquels nous sommes déjà implantés, mais aussi commencer, on l'espère, à démarrer de nouveaux territoires. Et puis 2023 devrait nous permettre, et c'est vraiment ce qu'on va porter Convergence France et avec les acteurs institutionnels, c'est l'entrée de Convergence et aussi de Premières Heures dans le cadre du droit commun pour que les structures qui souhaiteraient rejoindre ce programme-là
et accompagne ce public. J'ai insisté sur les enjeux publics, et ils sont vraiment fondamentaux, qui ont le souhait d'accompagner ce public en situation de grande précarité. Donc, clairement, on ne parle pas de tous les chantiers d'insertion, mais les chantiers qui le souhaitent puissent porter ce programme. Et donc, l'objectif est de faire en sorte que Premières Heures et Convergence deviennent des programmes, des dispositifs qui sont des dispositifs ordinaires, entrés dans le droit commun, et dont pourraient se saisir tous les acteurs qui le souhaitent, sous réserve, encore une fois, qu'ils répondent aux différents critères. Donc peut-être un jour, et on l'espère bientôt, dans le Sud-Manche, mais avec encore, ça a été pointé, des éléments importants et fondateurs de Convergence, que sont la dynamique territoriale, le fait qu'on ait plusieurs chantiers qui sont engagés, un nombre suffisant de salariés en file active pour pouvoir faire jouer à plein la mutualisation que proposent les chargés de partenariat, etc. Mais on réfléchit, et je vois les remarques autour de Premières Heures Toulouse. C'est vrai que sur des territoires aujourd'hui, mais ça sera peut-être plus le sujet du prochain webinaire autour de Premières Heures, on réfléchit aussi à faire évoluer le modèle Premières Heures, surtout sur des territoires où on est déjà où on a déjà plusieurs acteurs Premières Heures installés, et à aller vers aussi le développement de partenariats dans une logique de mutualisation, un petit peu sur ce qu'on peut faire dans le cadre de Convergence. Alors effectivement, l'ARS ne finance pas de permanence TI, néanmoins sur certains territoires, l'ARS a pu financer des moyens renforcés d'accès et d'accompagnement à la santé. De fait, c'est parce qu'il a été retenu sur le territoire de l'île, mais aujourd'hui c'est un financement de la stratégie pauvreté. Pardon. Et donc sur les financements. Sur les financements, ce sont des financements spécifiques, qui sont des financements État, qui sont fléchés donc sur la mise en œuvre, le renforcement des moyens d'accompagnement dans les chantiers Convergence, et le financement également d'une équipe de chargés de partenariat et de coordinateurs, ou coordinatrices, sur les différents territoires Convergence. Et sur le Sud-Manche, je ne suis pas sûre que Premières Heures soit déployé aujourd'hui, mais peut-être très bientôt. À ma connaissance, pas de chantier aujourd'hui, mais je ne suis pas forcément au top des dernières démarches qui auraient pu être initiées. Voilà, mais Rémi Tricard, donc directeur de Convergence France, qui est plus particulièrement, ou qui est aussi sur le déploiement des territoires qui ne font que Premières Heures, a une réponse plus à jour. Il y avait une question sur l'accès au logement pérenne, je crois, qui était posée entre les différentes questions. Alors, il y a effectivement deux questions. Une question sur les stats à laquelle je vous laisserai répondre, et puis peut-être juste sur les modalités, dire que Convergence permet de poursuivre l'accompagnement après l'accès au logement pérenne, comme l'accès à l'emploi pérenne pendant un an. Je vous laisse répondre peut-être sur les stats. Oui, alors sur le logement pérenne, là où on était à 17% de personnes en logement pérenne à l'entrée sur Paris, pour être à même échantillon, parmi ceux qui sont sortis, on est à environ 45% des sortants qui sont en logement pérenne. Et puis ce qu'on voit dans le suivi à 6 mois ou 1 an, c'est que cela diminue, mais relativement peu. On reste aux alentours de 40% à 6 mois comme à 1 an de personnes en logement pérenne après la sortie. On voit sur les données, Christine, tu me corriges si je les interprète pas hyper bien, mais on voit aussi, il y a vraiment un effet maturité, il y a un effet temps dans le dispositif qui joue énormément. Sur l'échantillon lyonnais, on voit qu'on avait 52%
de salariés en logement pérenne à l'entrée, et puis on passe à 65% après un peu plus d'un an de parcours. Donc on a aussi voilà, ces durées qui influencent la manière dont les chiffres bougent, et ça se lit aussi sur des territoires comme Lyon. Ça a mis un petit peu plus de temps. En tout cas, quand on a porté la première analyse, la première année, Lyon venait juste de rentrer dans la dynamique d'essaimage, et on voit qu'à mesure qu'on suit un petit peu les choses, clairement, l'inflexion se fait de façon plus importante. Donc, on voit aussi cet effet maturité qu'on peut supposer, en tout cas faire l'hypothèse, pouvoir être le même sur les autres territoires qu'on a peut-être un petit peu moins observé, en tout cas étudié là, de l'évaluation. J'espère que je ne dis pas de bêtises, Christine. Mais effectivement, enfin, ce qu'on voit, c'est finalement c'est le résultat, c'est l'impact un peu de cette prise en charge, de cet accompagnement global, et du fait que l'ensemble des difficultés sont prises en charge et que l'accompagnement se poursuit. Indéniablement, quand on travaille avec des bailleurs, alors on le fait dans le cadre du droit commun, mais le fait de proposer d'accompagner la personne pour signer son bail, de l'accompagner pour l'aider à signer ses abonnements, à aménager son logement, de continuer à la suivre pendant un an, tout ça, c'est des arguments qui font que les bailleurs, d'une part, font confiance, et de toute façon donc, vont aussi faire le choix de sélectionner les dossiers de ces personnes-là qui répondent aux critères DALO ou accord co s'ils ne sont pas déjà reconnus DALO ou accord collectif. Je parle surtout pour Paris. Et de fait, les personnes, elles restent longtemps dans le logement. Donc, c'est aussi quelque chose d'important et de notable, encore une fois, compte tenu des profils et des difficultés du public. Avez-vous d'autres questions? Si pas d'autres questions, je vais remercier Aude, Doniti, Christine pour cette intervention, et plus généralement pour votre travail d'évaluation de qualité. Les travaux donc sont mis en ligne sur le site internet de Convergence France. Donc, rapport et synthèse. Donc, vous y trouverez les rapports d'évaluation, donc sur l'évaluation Convergence sur territoire métropolitain, et puis sur le département de la Charente, et puis également donc les rapports et les synthèses de ces travaux d'évaluation. Je veux aussi remercier le comité scientifique qui a vraiment permis d'aiguiller, d'orienter les travaux d'évaluation, et puis remercier vraiment toutes celles et tous ceux sans qui ces évaluations n'auraient pas été possibles. Et je pense particulièrement à tous les chargés d'insertion, mais aussi les chargés de partenariat Convergence, donc qui font remonter régulièrement les données de suivi et de leurs actions sur leurs différents territoires. Donc évidemment, l'histoire ne se termine pas là, puisque donc on va travailler sur la suite, sur Convergence, les premières heures 2023, et puis travailler sur l'entrée de ces programmes dans le cadre du droit commun. Mais avant ça, à plus court terme, je vous donne rendez-vous le 10 novembre à 10h30, donc pour un webinaire de restitution des résultats des évaluations autour de premières heures en chantier. Et je vous remercie encore une fois à tous de votre participation nombreuse, puisqu'au plus fort, on était quand même une centaine connectés. Merci à vous, à très bientôt. Merci beaucoup.